Salut les devins, c'est Saikyo. Nouvelle review aujourd'hui, on va se parler du chapitre numéro 58 du manga Dragon Ball Super. Je vous ai partagé pas mal d'informations sur ce chapitre depuis plusieurs jours. J'espère d'ailleurs vraiment du fond du cœur que ça vous a plu. Alors, le chapitre numéro 58, comment vous dire? Déjà, pour vous donner un petit avis global, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai fait un petit peu le tour des réseaux sociaux, j'ai vu personne crier au scandale, j'ai vu personne non plus dire que le chapitre était réellement excellent, etc., que c'était le meilleur. Donc je pense que, pour une fois, c'est rare que ça marche comme ça, l'avis des réseaux sociaux résume un petit peu ce qu'est le chapitre, c'est-à-dire que c'est un chapitre plutôt moyen, correct, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que dans ce chapitre-là, vu le temps que l'on attend pour en avoir un, étant donné qu'on a un chapitre d'environ 40 pages par mois, et que ça fait plusieurs mois que je vous ai déjà fait part, je vais plus me répéter sur le sujet, que je trouve que le rythme est un petit peu cassé dans l'arc Moro par rapport à ce qu'il était au départ, et bien se retrouver avec un chapitre comme ça aujourd'hui, c'était peut-être pas forcément la bonne démarche. En fait, ça fait peut-être 6 mois ou je ne sais pas combien que j'ai l'impression que l'on a des chapitres de transition. À chaque fois transition. C'est bien de vouloir nous hyper pour le prochain, mais le problème c'est que quand à chaque fois dans le prochain il ne se passe pas ce que le précédent chapitre semblait te teaser, ça commence à être un petit peu fatigant. L'arc Moro, je ne sais pas si vous en rendez compte, est quand même extrêmement long par rapport aux autres que l'on a pu avoir en manga. Et du coup, sans m'être réellement ennuyé, j'ai quand même trouvé le chapitre distrayant, on va dire ça comme ça, en plus par les temps qui courent, de confinement, etc., ça aide toujours à passer le temps. Je ne me suis pas ennuyé particulièrement, mais c'était un petit peu plat. Bon, forcément, il y a la fin, mais comme à chaque chapitre, il se passe un truc de fou à la fin, et le chapitre d'après, eh bien, tu passes une quarantaine de pages à être dans de la transition qui te fait croire que tu vas passer le cap, mais ça n'arrive jamais, jusqu'à ce que peut-être, et en tout cas je l'espère, au moins ça, que tout soit gardé pour la réelle fin de l'arc, et ce chapitre-là, eh bien, me donne vraiment l'impression que l'on est dans la fin de l'arc, mais que ce n'est que le début de la fin, et que le début met du temps, on est en train de mouliner. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, début du chapitre que maintenant on connaît bien, parce qu'on avait les pages brouillons qui nous le teasaient sur le site officiel, ensuite je vous ai présenté moi-même le chapitre complet que je possédais, etc. Donc on se retrouve avec le cas de figure où Goku en tant que sauveur arrive sur Terre, on va plus blablater sur la téléportation, pas téléportation, ça fait 2 vidéos que j'accorde à ça, plaira ou plaira pas, c'est que là on se retrouve, et je pense que vous êtes très nombreux à l'avoir remarqué, avec un Goku qui ressemble beaucoup plus au Goku que l'on a pu connaître à l'époque. On n'y est pas encore à 100%, faut pas se voiler la face, il y a encore des phases où voilà, c'est un petit peu bizarre, Toyotaru manque encore un petit peu de maîtrise sur les bords de Goku. Mais on peut, franchement, s'accorder sur le fait qu'il y a une amélioration. Alors ok, il n'y a pas d'innovation par rapport à ce qu'il était à l'époque, c'est presque un copier-coller de Goku Arc Freezer, ou qui revient face à Nappa en tant que sauveur, mais en même temps, ça fait combien de mois, combien d'années qu'on attend ça dans le manga Dragon Ball Super de la part de Toyotaru, un Goku qui à 90% du temps est sérieux, quand il fait une tête un petit peu souriante, c'est pour assurer Krillin, c'est pas pour faire le con ou le débile, il a pas oublié un accessoire chez lui ou quoi. On a vu les têtes sérieuses qui tapent au début en parlant à Krillin, à la fin face à Moro, etc. Donc voilà, on avait un Goku qui était réellement dans le ton de ce qu'il faut poser pour un chapitre tel que celui-ci, et face à une menace telle que celle-ci. Donc ça c'est plutôt intéressant. On attend maintenant, je pense, que les prochaines étapes, du côté de Toyotaru, maintenant qu'il a rattrapé un petit peu le style qu'il faut adapter pour écrire et dépeindre Goku, eh bien c'est qu'il le peaufine, qu'il l'améliore, qu'il le maîtrise, et ensuite pourquoi pas qu'il nous propose de la nouveauté, mais ça va prendre du temps. C'est pas forcément dans le prochain chapitre où on va voir Goku évoluer psychologiquement et tout ça. Déjà, s'il arrive à le mettre à niveau visuellement et scénaristiquement par rapport à ce que l'on connaissait dans Dragon Ball d'un Goku mature, ça sera déjà pas mal comme avancée. Chose qui est plutôt intéressante en début de chapitre, c'est la petite remarque, mais bon, en même temps, ça fait des années que c'est comme ça dans Dragon Ball, de Tenshin Han qui dit « Putain, on était à 3 à se battre contre Zoyogi », qui est pas non plus extrêmement puissant, bon, il a été boosté par Moro, mais voilà, et on n'arrivait pas à le battre, tandis que Goku arrive, débarque et le one-shot, en plus il est en forme de base. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais malheureusement il n'y a pas de prolongement à ça. Est-ce que c'est juste une case pour faire joli, et entre guillemets faire joli, parce qu'au final, ça fait pas beau pour Tenshin Han et la bande, au final ça les rabaisse plus qu'autre chose, et on n'en parlera plus jamais, ou est-ce que dans le scénario, ça peut être réellement détonateur de quelque chose? Surtout qu'un petit peu plus tard, on va voir Piccolo qui fait la même remarque. Ça serait intéressant, je ne sais pas s'il y a un déclic dans la tête de Toyotaru ou de Toriyama, d'apporter une évolution cohérente. Je suis sûr que dans le scénario on peut machiner quelque chose, pas pour qu'ils atteignent des niveaux de SCJ Blue ou quoi, mais pour que Tenshin Han, Chaos et compagnie soient rehaussés un minimum. On a souvent parlé de pourquoi est-ce qu'ils ne s'entraînent pas avec Whis, etc. Alors je ne sais pas à quel niveau Whis pourrait les mener, il pourrait probablement pas les mener au Ki divin, etc. Et encore que, moi j'ai toujours défendu le fait que pourquoi est-ce que les Saiyans seraient les seuls élus à atteindre le Ki divin, pourquoi est-ce que les Namek ne pourraient pas, les Terriens, etc. Mais même sans ça, un bon petit entraînement aux côtés de Whis, je pense que ça pourrait pas mal les rehausser. Donc on verra bien si ça mène à quelque chose, et puis une fois que Goku a fait un petit peu le tour, qu'il a sauvé tout le monde,
il va changer de champ de bataille et aller sur le champ de bataille principal. Je vais pas me répéter trop longtemps sur ce que j'ai déjà dit sur ça, le fait que Goku sauve tout le monde et au final, la Z-Team ne s'en sort pas par elle-même, parce que même si les trois, là, Yamcha et compagnie, étaient en train de galérer face à Zoyogi ne leur mettait pas une raclée, on peut estimer que, avec la force héroïque, la coalition en 3 contre 1, tout ça, Zoyogi allait finir par flancher face à Tenshin Han et compagnie. Donc pourquoi est-ce que Goku les sauve? Je pense, ou en tout cas, je veux laisser le bénéfice du doute à Toyotaru de me dire que s'il garde les alliés de Goku sur pied, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il en a besoin pour le finish de l'arc. Est-ce qu'il y aura une attaque en collaboration? Est-ce qu'ils vont juste, entre guillemets, servir à un Genkidama? Est-ce que Goku a un plan qu'il nous cache encore? Et pour réaliser ce plan, il a besoin de ses alliés. Du coup, là, on aurait un joli levier scénaristique. Les alliés qui se trouvent trop faibles, et qui le sont réellement trop faibles, qui se sentent inutiles, et pour le moment, ils sont un peu inutiles, quoique, ils ont quand même gagné beaucoup de temps. Ils ont même battu quelques adversaires aussi, il faut le noter, mais au final, ils ne pourraient pas être, en tant que tels, déterminants dans la bataille. Est-ce que Goku n'a pas un plan qui nous dépasse, à nous lecteurs, qui dépasse tout entendement, et que les auteurs ont mûrement réfléchi, et Goku va impliquer tout le monde dans le finish. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que même sans power-up, les alliés de Goku peuvent clairement l'aider dans un certain plan qui nous est encore aujourd'hui inconnu. Peut-être que je suis trop rêveur et trop optimiste, mais bon, ça fait quelques chapitres où même si Toyotaru est loin d'être parfait, en tout cas le travail qu'il produit, parce qu'on ne juge pas la personne, on juge son œuvre bien évidemment, eh bien j'ai l'impression qu'il fait des efforts. À droite à gauche, il essaye de rehausser Goku, vous avez vu. Il essaye de mettre en avant la Z-Team, alors encore une fois, ce n'est pas parfait, mais il essaye de le faire, c'est plein de bonnes intentions. Est-ce que ces bonnes intentions ne peuvent pas nous mener à une belle réalisation finale avec un plan qui pourrait, pourquoi pas, nous étonner positivement? On verra bien, si à la fin de l'arc c'est raté, je serai le premier à vous le dire. Pour le moment, nous ne sommes pas encore à la fin, on ne peut pas encore réellement juger. Maintenant, on passe sur le combat face à Sagambo. Combat moyennement intéressant. Alors déjà, Sagambo va au-delà de tout entendement en termes de puissance. Vous vous rappelez, il y a quelques vidéos en arrière, je vous disais que pourquoi pas, Sagambo pourrait faire un bel adversaire pour Gohan. Là, Gohan est largement dépassé. À l'aide de ses 18, de ses 17, de pourquoi pas Jaco, de Piccolo, il n'arrive pas à prendre le dessus sur Sagambo. Et encore, c'est une version de Sagambo qui n'a pas tous ses power-ups. Donc clairement, le 1 vs 1 face à Gohan était perdu d'avance. D'ailleurs, niveau puissance, il y a toujours de quoi s'en mêler les pinceaux. Parce que aussi bien dans l'anime et dans le manga, on a du mal à situer le niveau de Gohan, en plus ça nous embrouille parce qu'on a une Kefla qui a besoin d'être battue par Goku Ultra Instinct dans l'anime, mais dans l'anime elle se bat contre Gohan, mais Kale et Caulifla dans le manga n'ont pas le même niveau que dans l'anime, donc où en est réellement Gohan? Où se situe réellement Gohan par rapport à Goku SSJ God et par rapport à Goku SSJ Blue? Attention, je vous parle du manga. On a vu ce que ça donne dans l'anime, et encore que ça n'a pas apporté la même chose dans le tournoi du pouvoir dans l'anime. Donc vous voyez qu'il y a énormément de points qui nous embrouillent, et du coup, si on ne sait pas à quel niveau est Gohan, on ne sait encore moins à quel niveau est Sagambo. Il y a vraiment de quoi s'en mêler, surtout que on pourrait s'amuser à comparer par rapport à Goku qui va se battre par rapport à Sagambo, mais Goku a progressé entre temps. Donc j'ai envie de dire que par rapport au niveau de puissance, il y a même pas besoin en fait de s'embrouiller les méninges avec ça, ça va juste vous faire prendre un Doliprane pour rien, et je pense pas qu'on soit dans la bonne période pour abuser des médicaments. Donc franchement, niveau de puissance, on pourrait trouver une certaine logique, on prend le temps de se poser, d'établir une échelle et tout ça, on peut le faire, mais je pense pas que ça soit réellement à faire. Vous me direz ce que vous en pensez en zone commentaire. Sagambo est un monstre de puissance, en gros c'est le message que veut nous faire passer le chapitre. Qu'est-ce que ça mène ce Sagambo? Ça mène de belles scènes quand même. Le Gohan Piccolo qui collaborent et qui font des attaques combinées de Ki face à Sagambo, j'aime beaucoup ce truc-là. J'aime beaucoup cette collaboration concrète entre les deux personnages. Voilà, je vais pas vous rappeler quel est le lien qui unit Gohan et Piccolo, je pense que vous le connaissez tous par cœur. Et de les voir collaborer comme ça avec une attaque de Ki combinée, je trouve ça extrêmement beau. Alors, ok, Sagambo n'a pas grand-chose à la suite de cette attaque-là, mais c'est bien mis en scène, c'est bien foutu. Bien évidemment qu'en termes de cohérence, ça veut pas dire grand-chose. On y revient encore une fois, niveau de puissance, on va pas trop se prendre la tête. C'est clair que la puissance de Gohan dépasse largement celle de Piccolo, et théoriquement, lancer une attaque de Ki combinée ne devrait pas donner quelque chose d'harmonieux, vu qu'il y a un gouffre énorme qui sépare Gohan et Piccolo. Limite, l'attaque de Gohan devrait être déjà plus massive de son côté et plus rapide. Celle de Piccolo devrait toucher plus tard, mais au final, bon, vous voyez que ça se fait de manière harmonieuse. Bon, en même temps, ils se sont entraînés à collaborer, donc ceci peut-être explique cela, mais il y a quand même un gouffre de puissance. On se rappellera que l'harmonie sert toujours à faire de belles techniques, voilà, la fusion métamol, même si on n'a pas le même niveau, il faut se mettre au même niveau. On demandait à Trunks de se mettre au niveau de Goten et tout ça, pour que la fusion prenne bien. Je pense qu'une attaque combinée, si elle n'est pas vraiment du même niveau, bah, c'est un petit peu particulier en fait.
Mais bon, cette belle scène de collaboration nous mène aussi sur une belle réaction de la part de Jaco qui dit que la Terre risque d'être cassée ou d'être détruite par rapport à l'attaque de Piccolo et Gohan. C'est bien, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, de réintroduire ce genre de choses dans Dragon Ball Super, chose qui s'était perdue en chemin. Pourtant, on avait bien démarré dans Battle of Gods, attention, les univers vont se faire péter, et puis voilà, ça a été complètement perdu, ça a été complètement mis à la poubelle ensuite, on a eu des combats de fous contre des adversaires de fous. Ok, contre Jiren dans le monde du vide, il n'y avait aucun impact parce qu'on est dans le monde du vide, mais Broly, Gogeta, Végéto, Blue face à Zamasu et j'en passe, il y en a eu des gros combats. Pourquoi est-ce que ça n'a rien fait sur la planète, sur l'univers? Voilà, ça n'avait aucun sens. Est-ce que cette fois-ci c'est réintroduit pour être oublié dans 2 chapitres, ou est-ce que c'est réintroduit pour de bon? Là, encore une fois, je vous parlais des bonnes intentions de Toyotarou et pourquoi pas de Toriyama, je trouve qu'on les ressent là aussi. On reprend un petit peu les bases, je ne sais pas si Toyotarou s'est refait une lecture de DBS et de DB en général, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il a potassé son sujet pour nous apporter quelque chose de plus solide. Alors pendant que Moro observe ce combat fièrement et de manière très hautaine, on sent qu'il pourrait les claquer facilement, il est très joueur Moro, mais il a aussi envie d'attirer Goku et Vegeta. J'ai l'impression que c'est réellement une partie de son plan d'attirer Goku et Vegeta ici. Ensuite dans le chapitre on a de quelques bonnes informations, mais à ce moment-là de l'histoire j'aurais aimé que l'on ait un petit peu plus de concret, qu'il y ait d'avancement sur la bataille, plutôt que développer le background de Sagambo. Il aurait mieux fallu le faire auparavant, mais bon, on a Jaco qui nous explique que même si Sagambo est un prisonnier, qu'il est un criminel, c'était un criminel selon Jaco qui avait un minimum de principes. Et le voir s'agenouiller comme ça face à Moro, c'est quelque chose de particulier, le voir lui obéir et le voir bafouiller ses propres principes à Sagambo, tout ça pour obéir à Moro. La réponse est très simple, Sagambo ne veut plus finir en prison, Moro lui offre le pouvoir lui permettant d'éviter la prison et d'évincer tous ceux qui veulent l'envoyer en prison, comme Jaco. D'ailleurs il a failli prendre une raclée, Jaco, et voilà, il s'en satisfait. Et il y a aussi le pouvoir qui lui monte à la tête. C'est pas naturel pour Sagambo d'être si puissant que ça. Je vous rappelle que de base, Vegeta nous disait que Sagambo pourrait se faire battre par Petit Trunks. Puis Sagambo a mis une patate à Goku et CJ3, puis Sagambo dépasse de manière combinée Gohan, Gohan Ultime, Piccolo, C17, C18. Donc là, il a un niveau absolument incroyable, et psychologiquement, il n'était pas fait pour ça. Ou en tout cas, pas de manière si rapide. C'est pas un pouvoir qu'il a acquis sur 20 ans, 30 ans d'entraînement. C'est quelque chose qu'il a acquis en 30 secondes. Donc ça lui monte à la tête, il en veut encore plus, ça agit comme une drogue. Sauf que quelqu'un est là quand même pour lui remettre les idées en place, il est là mais il est invisible, c'est Son Goku. Il est revenu sur le champ de bataille, il a utilisé la téléportation, mais lorsqu'il se bat, il est totalement invisible face à Sagambo. Piccolo et Gohan sont incapables de le voir se déplacer, et Piccolo et Gohan sont incapables de sentir son ki. D'ailleurs, ça nous rappellera la technique de déplacement rapide de Goku Ultra Instinct non maîtrisé dans l'anime Super Dragon Ball Heroes, quand il avait sauvé Vegeta de la possession par Oren, je ne sais pas si vous en rappelez. Et donc on a Sagambo qui se fait latter dans tous les sens, malgré sa puissance énorme. Sagambo doit être aussi extrêmement rapide vu le power-up qu'il a reçu. Je pense que même s'il est très massif, il doit être quand même très agile. Et là, je vous avoue, et je pense que j'y accorderai une autre vidéo, qu'on est en droit de se poser énormément de questions. Moi, ça m'a beaucoup retourné le cerveau. Alors, hormis le fait que Jaco est capable de voir Goku, certes, on savait que Jaco avait de très bons yeux, et c'est pour ça, je veux faire un petit point que dans ma vidéo spoiler, je m'interrogeais sur Jaco, s'il n'avait pas un pouvoir latent, etc. Ce n'est pas parce que j'avais oublié que Jaco avait de bons yeux, c'est parce que dans la version que j'avais, je n'avais pas la traduction. Il me manquait un petit bout de traduction, c'est la case que je vous affiche ici, dans laquelle Jaco dit que sa vision est en fait son gros point fort. Et dans la vidéo que je vous avais fait précédemment, je n'avais pas la traduction de cette case-là, je l'avais en japonais, mais bon voilà, je pouvais pas le traduire. Et j'avais une case dans laquelle il disait « Ah les gars, je vois bien, mais ne comptez pas sur moi pour le combat ». Donc je pensais qu'il y avait un petit mytho de la part de Jaco, mais vu qu'il s'est justifié juste avant en disant que c'est son point fort, bon je pense qu'on en reste là où on en était sur le cas de Jaco. Il voit à peu près tout ce qui se passe, même si ça va à une super duper hyper vitesse comme il le dit dans le chapitre. Bon, il voit ce qui se passe, mais il n'est pas capable de se battre à cette vitesse-là. D'ailleurs, hormis le fait que Jaco est un personnage comique, ça serait cool de développer son background, de nous expliquer de quelle race il peut être, de quelle race il peut faire partie, et pourquoi il a de si bons yeux. Est-ce que c'est de naissance? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on ne sait pas? Est-ce que c'est juste quelque chose qui restera inexpliqué? Bon, ce serait un petit peu dommage que ça soit inexpliqué, mais pourquoi pas qu'une interview un jour de Toyotarou ou de Toriyama viendra un petit peu expliquer cela. Donc durant cette phase de combat face à Sagambo, voilà, beaucoup de questions. Parce que voir un Goku forme de base, pas transformé, qui peut enchaîner Sagambo comme ça, quel niveau est arrivé Goku? Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas transformé, je vous le répète. Donc clairement, les fruits de l'entraînement à l'Ultra Instinct avec Merus, là, ils viennent de payer et plus que payer. Et d'ailleurs, par rapport à sa rivalité avec Vegeta, ok, Vegeta va nous sortir de belles habilités chez les Yardra, mais comment Vegeta au corps à corps pourrait-il rivaliser face à un Goku qui se déplace avec une telle volupté au combat sans même que l'on puisse le voir?
est-ce que le power-up physique de Vegeta serait suffisant pour rivaliser face à ça? Je vous rappelle une nouvelle fois que la précédente version de Sagambo avait pu mettre une patate à Goku SJ3, et je vous rappelle que cette fois-ci il fait face à tout un lot d'adversaires dont Gohan Ultime. On pourrait clairement estimer que le niveau de ce Sagambo là dépasse un Goku SJ God, minimum, hein, franchement minimum, il dépasse Goku SJ God. Ça voudrait dire que Goku, forme de base, suite à entraînement à l'Ultra Instinct, en forme de base, dépasse son niveau d'avant en SJ God. Vous voyez vraiment ça fait péter un petit câble parce que, enfin je sais pas, dites-moi dans un commentaire comment vous raisonnez par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a 2 minutes je vous ai dit qu'il fallait pas se prendre la tête par rapport au niveau de puissance, mais là c'est pas pour comparer deux personnages entre eux. Je suis pas en train de comparer Gohan à Sagambo, je suis en train de comparer Goku à Goku lui-même. Comment a-t-il pu obtenir ce fossé-là en quelques semaines dans la salle de l'esprit du temps? Qu'est-ce qui change en fait entre l'Ultra Instinct qui pouvait popper à l'époque de manière un petit peu inattendue au tournoi du pouvoir sans s'y attendre, et le fait de s'être entraîné à l'Ultra Instinct et de pouvoir en ressortir des habilités sans même l'activer? Vous avez vu à la fin du chapitre, Goku active l'Ultra Instinct à volonté, mais là on voit clairement que l'entraînement à l'Ultra Instinct lui donne des capacités et une habilité de mouvement supplémentaire qu'il n'avait pas auparavant, même sans utiliser aucune transformation, ni même sans activer la technique de l'Ultra Instinct. Donc forcément on peut se demander si c'est un effet de style pour faire bien dans le chapitre, ou si c'est clairement lié à une technique. Ça m'a l'air d'être lié à une technique. On a Jaco qui dit qu'il se déplace à une vitesse, hyper vitesse, etc. On a Moro qui va dire « Ah, je suis très curieux de revoir cette technique d'hyper vitesse », et d'ailleurs je me demande à quelle vitesse va-t-il se déplacer une fois l'Ultra Instinct activé dans le prochain chapitre. Enfin, est-ce que Jaco serait même en mesure de le suivre? Et d'ailleurs, toujours pour parler de niveau de puissance, ce chapitre fait poser beaucoup de questions. L'Ultra Instinct nouveau a l'air bien plus puissant que celui qu'il a développé durant le tournoi du pouvoir, mais on peut aussi se poser pas mal de questions, parce que rappelez-vous, quand on prend le manga tournoi du pouvoir, quand Jiren se déplaçait, j'ai pas vu Piccolo et Gohan dire « Ah, je ne vois plus Jiren », vous voyez? Donc, à quel niveau est ce Goku-là? Vous allez pas me dire que ce Goku-là, forme de base, a dépassé Jiren, ça n'a pas de sens. Donc voilà, attention Toyotaru, même s'il ne m'écoute pas, utiliser des effets de style pour amplifier une scène et pour faire passer un message fort, c'est bien, mais il faut pas non plus que ça vienne remettre en cause tout ce qui s'est passé précédemment dans Dragon Ball, donc j'attends encore une fois avant de juger, mais il y a peut-être un petit truc qui cloche à ce niveau-là. En tout cas moi ça m'a perturbé de nous présenter un Goku forme de base qui est si puissant, si rapide, invisible à l'œil, dont le ki n'est même pas perceptible. Est-ce que sous sa forme de base, Goku arrive tout de même à exploiter une forme de ki divin? Ça serait pour ça que Goku et Gohan ne peuvent pas le percevoir. Gohan a émis l'hypothèse que Goku se déplaçait trop vite, il ne pouvait pas sentir son ki. Je ne pense pas que ça soit la raison, je pense que c'est lié à sa nature de ki, qui a encore une fois changé. Goku dit lui-même qu'il y a un avant et un après en lui, qu'il a réellement changé grâce à Mérus. Et vous me direz une nouvelle fois en zone commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que l'entraînement avec Mérus a nettement plus rapproché la manière d'être, les déplacements, ce que dégage Goku d'un ange, que les précédents entraînements avec Whis. Whis, au final, a accordé beaucoup de power-up à Goku, ça c'est clair, des transformations divines et tout ça, et en gros, Whis a fait en sorte que Goku ressemble de plus en plus à Beerus, si vous voulez, un être extrêmement puissant, qui ne maîtrise pas l'Ultra Instinct, mais qui en a les bases, et qui utilise un gros ki divin. C'est le même cas pour Vegeta. Il les a initiés à l'Ultra Instinct, peut-être un petit peu plus Vegeta que Goku dans le manga, mais au final sans fruit réel, mis à part le fait que Goku, sans le faire exprès, débloque l'Ultra Instinct au tournoi, mais lui-même ne savait pas réellement comment. Et du coup, Mérus, je trouve que il a réellement insufflé quelque chose d'angélique dans la manière d'être de Goku. En quelques semaines à peine d'entraînement, il a réussi à le faire. Le fait de se battre et d'être invisible, c'est clairement quelque chose qui fait très angélique. Le fait de ne pas avoir un ki perceptible, c'est divin, mais c'est aussi angélique. Le fait d'être si puissant et sans dégager aucune aura, sans avoir aucun signe qui montre de sa puissance, etc., ça fait très très angélique. Alors je ne dis pas, et je suis sûr que Goku est très loin du niveau d'un ange, mais en tout cas dans le comportement et l'attitude, il y ressemble beaucoup. Donc nous en arrivons proche de la fin du chapitre, les devins, nous avons quelques phases finales avec Sagambo qui vont mener à sa mort. Sagambo ne va pas arrêter de recevoir des power-ups, et étant donné que Moro a besoin qu'il tienne face à Goku, on a l'impression que Moro se fait quelques petites expériences. Il n'arrête pas de balancer des power-ups dans Sagambo, Goku va même faire remarquer que c'est trop, son corps atteint des limites, donc tout ça nous mène à plusieurs réflexions. Est-ce que nous n'avons pas là une clé de compréhension de comment va finir Moro? Si le corps de Sagambo atteint une limite de réception de ki, est-ce que Moro ne va pas à un moment lui aussi imploser et mourir sur place comme Sagambo parce qu'il aura trop accumulé? Est-ce que ce n'est pas la stratégie de Goku de faire un super Genki Dama assimilant l'énergie de tous ses alliés comme je vous avais proposé en vidéo il y a plusieurs mois, et du coup de forcer Moro à l'implosion? Ça pourrait être intéressant, mais bon, ça serait un petit peu téléphoné étant donné qu'on l'avait prévu il y a plusieurs mois, mais ça peut être clairement un indice qui nous est donné par Sagambo.
On peut se poser aussi énormément de questions sur, encore on va parler de puissance, c'est drôle parce que je vous ai dit qu'il fallait pas s'arrêter sur ça, mais bon je m'arrête depuis 4 heures, c'est la puissance de Moro. Il arrête pas de donner des power-up à Sagambo, et Moro n'a pas du tout l'air d'être affaibli, vous êtes d'accord avec moi? Donc comment peut-il être si puissant, donner de son énergie, et au final ça n'a l'air que d'être des miettes qu'il donne, mais ces miettes qu'il donne à Sagambo forcent quand même le nouveau Goku post-entraînement Mérus à utiliser le SSJ Blue. Là encore, on peut se poser de grosses questions sur la nouvelle puissance de Moro, il a passé 2 mois à bouffer des planètes, c'est énorme. Et là, j'ai l'impression que l'on a un être qui dépasse la puissance que l'on a vue de Broly dans le film Dragon Ball Super Broly. Vous avez vu la facilité avec laquelle il arrête les coups de Goku SSJ Blue, mais c'est pas n'importe lequel des Goku SSJ Blue dans ce chapitre-là pour Moro. Il stoppe les coups de Goku SSJ Blue après entraînement à l'Ultra Instinct avec Mérus. Et vous avez vu ce que ce même Goku donnait en forme de base. Et là, il a additionné le Blue. Vraiment, je ne sais pas si ça vous choque tout comme je le suis, mais Goku, forme de base, qui dépassait Sagambo. Sagambo, on peut estimer qu'il dépassait Goku SSJ God, ancienne version. En forme de base, Goku avait ce niveau-là. Et là, il a ajouté le Blue. Et Moro bloque les coups de Goku SSJ Blue dans cet état-là, même sans le regarder. De dos, il fait ça, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si Broly lui-même en serait capable, en fait, parce que ce Goku-là est extrêmement plus balèze qu'il ne l'était avant. Même Piccolo le dit, ce Goku a nettement progressé. Donc ce chapitre m'a laissé sans voix sur pas mal de choses et me laisse perplexe parce que je me dis que là il y a pas mal de perches qui sont tendues pour faire de bonnes choses, mais pas mal de perches aussi qui sont tendues pour faire pas mal de conneries dans l'histoire. On risque de se retrouver avec de grosses incohérences. Ça nous rappelle un petit peu l'époque de Goku Black avec son SSJ2, etc. On risque encore une fois d'être emmêlé sur le niveau de puissance. Je sais que les auteurs ne s'attardent pas comme nous les fans sur les puissances, ils s'en foutent un petit peu en fait. Du moment où ils racontent une histoire, la puissance est secondaire. Mais bon, faut pas non plus trop faire la merde, c'est ça que je veux dire. Et ça me mène aussi sur une autre réflexion sur ce qu'a dit Piccolo. Je sais que ça vous a fait beaucoup réagir, vous vous demandiez si la traduction était merdique ou pas. Il y a Piccolo qui parle à Goku en lui disant « Mais comment ça se fait que tu es si puissant ? Quand est-ce que ça s'est passé ? Quand as-tu pris autant d'avance sur nous ?» Là, vous avez été très nombreux à réagir en vous disant « Mais ça fait un moment qu'il est dépassé Piccolo. Ça fait aussi un petit moment, même si pour lui c'est un petit peu plus correct, que Gohan est dépassé. Mais surtout Piccolo, Tenchin Han au début du chapitre et tout, Yamcha, bon voilà, ça fait des années-lumière qui sont dépassés. » Mais en fait, je ne pense pas que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre la question. Bien sûr que Goku SSJ3 met une claque internationale à Piccolo, mais depuis longtemps. Mais en fait, je pense que ce que veut souligner Piccolo, c'est pas le fait qu'il y ait un énorme écart entre Goku et lui. Ça, il le sait depuis longtemps, il l'a même fait remarquer dans le film Broly, il l'a fait remarquer bien avant ce chapitre-là. C'est pas ça la question. La question, c'est que l'écart a toujours existé, enfin toujours depuis longtemps, mais qu'il s'est encore plus creusé qu'il ne l'était auparavant. Le gouffre était déjà énorme, et là il est devenu colossal. C'est-à-dire que quand Piccolo pouvait prétendre à un niveau de plus ou moins Cell, on s'en fout, voilà, c'est vraiment à peu près, quand Piccolo dans Dragon Ball Super pouvait prétendre à un niveau de SSJ2, et que Goku, lui, il était à un niveau SSJ3, SSJ God, on avait un écart qui était de ce niveau-là. Mais Piccolo n'a plus progressé, il n'a plus bougé, Tenchin Han n'a plus progressé, Yamcha pareil, Chaos pareil, il a peut-être même régressé. Gohan, il a plus trop progressé. Ils ont un petit peu progressé par des entraînements réguliers, tout ça, mais c'est de la progression à la marge. Il n'y a pas eu de power-up énormissime. Ils jouent toujours dans la même classe. Les entraînements de Gohan et Piccolo ont optimisé leur niveau que l'on connaît de base, mais ils les ont pas fait passer dans une autre sphère. Vous voyez ce que je veux dire ? Tandis que lui, Goku, et même Vegeta, des sphères, ils en ont passé. Et quand tu passes à l'Ultra Instinct, c'est même plus des mondes, c'est des dimensions qui séparent Piccolo et Goku. Et je pense que c'est à ça que fait référence Piccolo. Non pas le fait que l'écart existe, il le sait déjà depuis très longtemps, mais il fait référence au fait que l'écart s'est creusé d'une manière même imperceptible pour un être mortel. Il faut se rendre compte qu'au-delà d'utiliser le ki divin, maintenant Goku utilise des techniques même angéliques. Piccolo est bien gentil avec ses bras qui se rallongent, mais par rapport à ça, en fait, il sert strictement à rien, tandis qu'à l'époque, avoir un niveau de SSJ2 par rapport à un personnage qui est SSJ3, il y a du retard, mais pas tant que ça en fait, même si le SSJ3 c'est énorme par rapport au SSJ2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est là, et c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à la phrase de Piccolo. Peut-être que je me trompe, je pense pas avoir la science absolue, mais vous me direz dans un commentaire, je pense que c'est surtout l'interprétation que l'on fait de cette phrase-là qui est importante, plutôt que la phrase en elle-même. Au-delà de ça, on va essayer de se prendre un petit peu moins la tête avec les puissances et de décortiquer un petit peu ce qui se passe après. Donc on a le combat Goku-Sagambo, et c'est à ce moment-là aussi, quand il passe SSJ Blue, où j'ai vraiment l'impression en fait de voir un ange. J'ai l'impression de voir Whis qui se bat en s'amusant face à Goku et Vegeta lors de l'entraînement. Un Goku, vous avez vu SSJ Blue face à Sagambo, qui esquive avec ses mains alors que les coups de Sagambo sont juste monstrueux. Je sais pas si tout le monde s'en rend compte, ils sont monstrueux. Goku les part avec une facilité incroyable. Regardez ce petit glissement de main que fait Goku,
face au coup de poing furieux et monstrueux de puissance de la part de Sagambo. Une légère esquive très angélique pour lui envoyer un crochet du droit en plein dans les côtes. Vraiment, je trouve la prestation et la prestance même de Goku absolument incroyable, et Goku est réellement passé dans un autre monde. Que peut faire Vegeta par rapport à ça? Vraiment, hein, je vous pose la question, que peut faire Vegeta par rapport à ça? Vous savez à quel point j'adore Vegeta. Quels power-up peuvent lui ajouter les Yardra pour rivaliser par rapport à ça? Ça me semble très compliqué. Je n'ai vraiment aucun doute sur le fait que Vegeta sera déterminant et va vraiment aider Goku à battre Moro, et je pense pas que Goku pourra battre Moro tout seul. Vegeta sera la deuxième clé pour pouvoir ouvrir complètement la porte, c'est sûr et certain. Mais après, dans une rivalité pure Goku-Vegeta, j'ai l'impression que ça va tourner à l'avantage de Goku. En même temps, c'est le héros. Mais j'aimerais pas que Vegeta soit relayé à une espèce de Tenchin Han bis de l'histoire. Faut au moins garder Vegeta, vous voyez ce que je veux dire? Je n'oublie pas du tout, hein. Ne vous en faites pas que Vegeta a eu un gros power-up face à Yuzun, mais on est loin du power-up que Goku nous présente ici. Mais bon, en même temps, Vegeta n'avait pas terminé son entraînement, tandis que Goku l'a terminé. Donc il y a aussi un petit décalage. Il faut comparer ce qui est comparable. Une fin d'entraînement à une fin d'entraînement et pas un milieu d'entraînement. Bref, on en reparlera quand Vegeta sera là. Je suis sûr qu'il va faire une entrée fracassante, un petit peu comme à l'époque, face à C19, face à Metal Cooler, etc. dans le film. Je m'y attends une fois que Goku sera réellement mal en point. D'ailleurs, vous vous rendez compte à quel point Goku domine son combat pour le moment. Je pense que s'il culmine à ce point, c'est que Moro va vite le calmer et que Vegeta va venir pour rééquilibrer en fait le duo Goku-Vegeta. Encore une fois, ce mois-ci me semble être une évidence face à Moro. Donc Sagambo prend cher, et à chaque fois Goku pense en avoir fini avec lui, mais Moro lui rajoute des power-up. C'est un petit peu un cercle vicieux presque infini, quasi infini, parce que eh bien, il va imploser. Sagambo, on en a déjà parlé, son corps ne peut pas accueillir plus de puissance que cela, c'est déjà énormissime. Malgré les power-up, Goku continue de le contrer, c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, Goku va tenter une attaque de dos avec un déplacement extrêmement rapide en un Seiji Blue face à Moro. Moro va le bloquer avec une facilité, mais vraiment, encore, à chaque fois que je revois ce passage-là, je suis sous le choc de la manière dont Moro peut bloquer ce coup-là. Il a un doigt tendu vers le power-up de Sagambo. Il vient en plus de perdre de l'énergie, Moro, c'est le pire ça. Il perd de l'énergie et est capable de rivaliser, de bloquer les coups d'un Goku qui vient de power-up. C'est juste incroyable. Même en Ultra Instinct, peut-être que ça risque d'être très compliqué. Je pense que Moro va calmer Goku Ultra Instinct non maîtrisé. Ça m'a l'air, franchement, je le vois arriver très gros. Justement, en parlant d'Ultra Instinct, Goku dit quelque chose à Moro. Je vais te montrer le nouveau pouvoir que je viens de gagner et je vais l'utiliser pour te battre. Enlève le SSJ Blue, on se croirait limite dans un Tenkaichi, tu sais, quand tu t'amuses à enlever les transformations, à les remettre. Ça rappelle aussi le Genkidama, pour lequel il ne faut pas être transformé. Il se détend clairement, il fait le vide. On ne sait pas quel est le changement qui s'opère en lui, mais en tout cas, il active la technique de l'Ultra Instinct. Ce sont les 2-3 dernières pages du manga. On voit l'aura qui s'active autour de lui, c'est clairement comme une transformation au final. Il est avec les cheveux noirs, il a une apparence très proche du SSJ Gold, sauf que les pupilles sont différentes, la teinte, les reflets sur les cheveux sont un petit peu différents. L'aura est légèrement différente du SSJ God, même beaucoup, très différente, elle ressemble un peu à celle du SSJ Blue, et l'aura aussi est différente de l'Ultra Instinct auparavant. Ça aussi, c'est un gros casse-tête. Si vous prenez Goku dans le manga au tournoi du pouvoir, si vous prenez Goku en chapitre 55 de DBS, et si vous prenez Goku, je parle de l'Ultra Instinct, dans ce chapitre-là, eh bien vous verrez que l'aura autour de lui a évolué. Elle n'a plus les particules de ki ou de je ne sais pas quoi autour de lui, ça a totalement disparu. Est-ce que c'est une facilité Toyotaru? Moi ça me plaît pas beaucoup, parce que là on dirait vraiment une aura basique. J'aime beaucoup par contre le crayonné noir autour de l'aura de Goku, ça c'est intéressant. Et Goku s'apprête tout simplement à tabasser du Moro. Mais Moro a l'air tellement au-dessus, il a l'air tellement en train de dominer le jeu. Quand Goku est arrivé, il le voyait. Quand Goku est arrivé, il le sentait. Quand Goku SSJ Blue, avec les acquis de l'Ultra Instinct, tape sur Moro, Moro le bloque avec une facilité qui me choque totalement. Quand Goku se transforme en Ultra Instinct, Moro devient un petit peu plus sérieux, mais direct. Il dit « Ceci n'est pas une habilité mortelle ». Alors que pourtant, il aurait pu dire ça pour le SSJ Blue. Le Blue n'est pas complètement une habilité mortelle. Le God non plus, pourtant ça l'a pas fait réagir. Mais ce qui me fait comprendre que Moro est au-dessus du jeu de Goku, c'est parce qu'il est capable de lire clairement au travers de son jeu. Dès que Goku fait un truc, il est capable de le voir, de le bloquer, ou de déterminer avec quasi-exactitude ce que c'est. On a Goku même à la fin qui lui dit « Oui, exactement, ce n'est pas une habilité mortelle, c'est la toute première étape, l'étape initiale d'une technique des dieux, les présages de l'Ultra Instinct. » Donc Goku a l'air très confiant, il a même dit au début à Krillin qu'il pense qu'il va le battre, il a reçu un power-up, tout ça. Moi je pense, et ça sera ma prédiction pour le chapitre prochain, je me trompe peut-être, voilà, le but des prédictions c'est aussi de jouer le jeu et d'assumer quand on gagne ou quand on perd. Je pense que dans 1 ou 2 chapitres, Goku va prendre une grosse raclée, même en Ultra Instinct face à Moro. Moro me semble réellement dominer tout ça.
surtout que Moro a sa technique d'absorption de ki. Et il n'y a pas que le ki de Goku qui peut absorber là. Moro peut absorber le ki de tous les alliés de Goku, Moro peut absorber le ki de tous les patrouilleurs galactiques, il peut absorber le ki de tous les prisonniers qui sont encore sur la planète, j'ai l'impression, je sais pas si les vaisseaux ont déjà quitté la Terre, et Moro peut tout simplement absorber l'énergie de la Terre. La faune, la flore, les habitants qui s'y trouvent, c'est énormément peuplé. Vous vous rappelez de comment il a détruit Namek, il peut le refaire avec la Terre. Et du coup, même si par je ne sais quel effet de scénario, Moro n'est pas capable d'absorber l'énergie de Goku, bah celle de la Terre, il pourra. En tout cas, du moins jusqu'à ce que Vegeta n'arrive. Je pense toujours que Vegeta pourra bloquer les capacités de Moro. Je pense que grâce aux techniques Yardra et tout ça, ils vont y arriver. Mais tant que Vegeta n'est pas là, Goku va être dans une belle merde. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je pense que Goku va bien se démerder, qu'au début du combat, ça va être pourquoi pas à son avantage. Mais je pense que Moro va vite reprendre le sourire et qu'il va vite défoncer Goku Ultra Instinct. Et ça nous montrerait au final que Ultra Instinct ou pas, il y aura toujours une évolution dans Dragon Ball possible. Et qu'il y aura toujours un adversaire pour rattraper cette évolution-là. Je pense que c'est un petit peu la perpétuelle évolution que nous propose Dragon Ball, surtout depuis la saga Raditz, où Goku, qui avait déjà bien évolué dans Dragon Ball face à Piccolo Daimon et tout ça, et après en grandissant, les transformations Saiyan, dans Dragon Ball Super, les transformations divines, puis fin de Dragon Ball Super, l'Ultra Instinct, et en fait on a juste à attendre ce que sera la prochaine nouveauté. Goku va évoluer au-delà avec l'Ultra Instinct maîtrisé tôt ou tard, c'est clair et net. D'ailleurs, faut pas trop s'énerver contre la situation, je vous rappelle une énième fois que l'Ultra Instinct est une technique. Comme toutes les techniques, elle est faite pour être maîtrisée. Le Kaioken a été maîtrisé. Voilà, les techniques ça se maîtrise, et les techniques ça s'utilise à volonté. Je sais que beaucoup d'entre vous ne voulez pas que l'Ultra Instinct s'active un petit peu à volonté, mais une technique s'active quand son possesseur et celui qui la maîtrise le veut. C'est un petit peu la base. Sinon, ça ne s'appellerait pas technique, ça s'appellerait, je sais pas moi, un joker, enfin peu importe. Mais en tout cas, c'est une technique. Goku la maîtrise partiellement, il l'utilise à volonté partiellement. Je pense qu'il pourra l'utiliser pleinement tôt ou tard. Peut-être que c'est déjà le cas, mais pour une durée limitée. La prochaine évolution est bien sûr de maîtriser l'Ultra Instinct totalement, la deuxième et dernière étape. Et au-delà de ça, ça m'a l'air assez évident. Moro nous le prouve ici et aujourd'hui. Il y aura encore quelque chose. Goku ne pourra pas s'arrêter là. Et je vous rappellerai même en cette conclusion de review une phrase que Whis avait sortie dans l'anime Dragon Ball Super. Il avait dit à Goku et Vegeta que s'ils atteignaient l'Ultra Instinct, c'était un tout nouveau monde qui allait s'ouvrir à eux. Donc vous voyez la signification. On a l'impression que l'Ultra Instinct est l'accomplissement du guerrier, mais au final ce n'est que l'accession à un nouveau monde pour le guerrier. Et que réserve ce nouveau monde en termes d'évolution? Ça m'a l'air d'être assez conséquent de par les propos de Whis, et je pense que l'on peut faire confiance au scénariste pour trouver quelque chose. Au-delà de l'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct n'est qu'une technique énormissime, et on a bien vu que Goku en plus a annulé le Blue pour pouvoir l'utiliser. Est-ce qu'à un certain moment il pourra combiner les deux? Ça aussi, on l'a vu combiner au Kaioken, pourquoi est-ce que l'Ultra Instinct ne le saurait pas? Bon, on n'a pas vu dans le manga le Kaioken Blue, mais dans le manga on pourrait pourquoi pas avoir l'Ultra Instinct Blue, l'Ultra Instinct God, ou l'Ultra Instinct SJ1, c'est tout à fait possible. Mais au-delà de ça, il y aura toujours des nouveautés. Sans parler de faire du neuf avec du vieux comme je viens de le dire, je pense que Toriyama ou Toyotaru pourront trouver de nouveaux power-ups totalement innovants par rapport à ce nouveau monde dont parlait Whis pour Goku et Vegeta dans les prochains arcs de Dragon Ball Super. Ça m'a l'air tout simplement clair. Moro nous prouve qu'il y a des adversaires capables d'atteindre ces niveaux-là qu'on croyait intouchables. Ça veut dire que les héros vont devoir dépasser eux-mêmes ces niveaux-là. Donc maintenant, il est vraiment grand temps pour moi de tous vous remercier. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous êtes resté du début à la fin. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir, étant donné que mes reviews du manga sont toujours très longues. Et bien de savoir que parmi vous, il y en a quelques-uns qui m'ont accordé leur oreille du début à la fin de cette vidéo-là. C'est quelque chose qui me touche énormément. Merci vraiment du fond du cœur pour tout votre soutien. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à laisser un maximum de pouces bleus. Vous savez que ça m'aide pour le référencement sur YouTube. Ça m'aide vraiment à progresser sur YouTube. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.